tous, je suis Madame N, professeure documentaliste au lycée français du Caire, et aujourd'hui je vais vous présenter une exposition que nous avons réalisée au CDI, donc une exposition sur le patrimoine français et le patrimoine mondial. Alors pourquoi cette exposition? Eh bien parce que nous avons la chance d'accueillir en visioconférence Monsieur Stéphane Bern, qui est à l'initiative de la mission patrimoine, et de Monsieur Valérie Fréland, qui est directeur de l'ALIF, qui est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Et donc à cette occasion, les élèves de terminale de spécialité Histoire Géo et Sciences Politiques auront l'occasion d'échanger avec nous. Nous remercions chaleureusement Madame Quéré et Monsieur Joubert qui sont à l'initiative de ce projet, ainsi que nos deux fondations qui nous ont envoyé tous ces visuels et donc qui nous ont permis de créer cette exposition. Cette action correspond tout à fait à la thématique de la semaine des lycées français du monde, car sauver le patrimoine fait partie des défis de demain. Bonjour Monsieur Froland, je m'appelle Rokhaya Hamdi. Le lycée français du Caire vous remercie de l'immense honneur que vous lui faites en acceptant notre invitation. Monsieur Froland, vous êtes un diplomate français, diplômé de la Sorbonne et de Sciences Po Paris. Vous avez intégré l'ENA, dont vous faites partie de la prestigieuse promotion dite Léopold Senghor. Ensuite, vous avez travaillé pour l'Union européenne entre 2004 et 2009 dans le domaine du conseil de l'audiovisuel en France et pour l'Union européenne. Vous avez été conseiller culturel à Tunis entre 2010 et 2013, consul de France à Boston aux États-Unis entre 2015 et 2018. Et depuis 2018, vous êtes le directeur exécutif de la Fondation ALIF, qui est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Je cède la parole à Lou maintenant, qui va vous présenter notre classe. Nous sommes 36 élèves de terminale à avoir opté pour une nouvelle spécialité dans la réforme du baccalauréat. C'est la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Et le programme se compose de 6 thèmes, dont un portant sur le patrimoine, avec 2 grandes problématiques, l'usage socio et politique du patrimoine et sa préservation et valorisation. Le thème du patrimoine dans les zones du conflit est au cœur de notre thème, et donc vous nous donnez l'occasion d'en apprendre un peu plus à ce sujet, ce qui ne peut être que bénéfique, d'autant plus pour les élèves souhaitant poursuivre leurs études de sciences politiques. Merci beaucoup, merci à tous, merci à votre professeur, à Jean-Luc Joubert de son initiative. Moi je suis ravi d'être avec vous parce que, vous savez, quand on est conseiller de coopération et d'action culturelle, comme je l'ai été en Tunisie, eh bien j'ai beaucoup travaillé avec les écoles françaises en Tunisie qui sont équivalentes de ce que vous êtes vous en Égypte. Et je trouve que c'est un élément de dialogue interculturel absolument extraordinaire. Alors, aujourd'hui, le patrimoine il est particulièrement menacé, de mon point de vue, par 3 phénomènes. D'abord, l'urbanisation. Et je pense qu'en Égypte, comme dans d'autres pays, il y a effectivement ce phénomène d'urbanisation qui est très fort et qui peut grignoter petit à petit un patrimoine, un site archéologique, un patrimoine monumental, en France comme ailleurs. La deuxième chose, c'est le fait que le changement climatique a un impact très important sur le patrimoine. Vous l'avez peut-être vu d'ores et déjà avec ce qui se passe à Venise, où on voit bien que la montée des eaux porte atteinte à la ville. Nous, on le voit au Bangladesh, où on a décidé de numériser un site de mosquées qui sont au bord de l'eau et qui sont menacées par la montée des eaux. Et puis, la troisième menace, qui est peut-être la plus violente à ce stade, c'est naturellement les conflits. Et on voit bien que depuis 20 ans, depuis la destruction des Bouddhas Bamiyan en mars 2001, eh bien, on a affaire à une destruction massive du patrimoine culturel, et notamment ces dernières années, que ce soit en Irak, en Syrie, du fait de Daesh, ou au Mali, du fait d'AQMI notamment. Et encore aujourd'hui, je le disais, et on y travaille actuellement, on voit bien que le patrimoine est un enjeu très fort, si vous avez lu la presse, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du conflit du Haut-Karabakh, du Nagorno-Karabakh. Par conséquent, le patrimoine aujourd'hui, il est le fait de 3 types de destruction, soit une destruction collatérale, dans le cadre d'un conflit régional, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui au Yémen notamment. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir aussi un patrimoine qui est une cible de guerre, et c'est vraiment ce qu'a montré le combat de Daesh au Moyen-Orient notamment, qui a pris, que ce soit Palmyre, que ce soit Mossoul, que ce soit Hatra, et je vous montrerai un petit film sur Hatra,
on voit bien qu'il y a eu une volonté de détruire un patrimoine donné. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a une médiatisation très forte de cette destruction du patrimoine. Donc, c'est non seulement une cible de guerre, le patrimoine, mais c'est aussi une arme de guerre. On voit bien que quand vous filmez une destruction massive du patrimoine, eh bien, vous faites peur, vous terrorisez. Et donc, le patrimoine lui-même devient une arme de guerre. Donc, on a une instrumentalisation du patrimoine aujourd'hui, et il ne faut pas se leurrer. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que quand on parle du patrimoine, on ne parle pas uniquement de culture. Le patrimoine, c'est un enjeu politique. Vous verrez, si vous suivez une carrière dans le domaine de la diplomatie, etc., il ne faut jamais négliger la force symbolique du patrimoine. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, lorsque j'étais conseiller diplomatique de Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture français, eh bien, on a eu affaire au tremblement de terre en Haïti. On s'est dit comment on va aider Haïti. Eh bien, parmi les initiatives qui étaient prises, celle qui a été la plus forte, celle qui a été reprise par la presse, etc., c'était la restauration d'un tableau qui est le Serment des Ancêtres, qui est le tableau fondateur d'Haïti. Alors, comment agir face à cette prise d'otage du politique du patrimoine? Aujourd'hui, on a différents moyens d'intervention et de soutien au patrimoine, différents moyens juridiques et financiers. Mais je dirais que parce que les moyens financiers étaient insuffisants, on a créé ALIF. Alors, quels sont ces moyens juridiques? Vous les connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà étudié. Le premier, c'est qu'on a un socle de conventions internationales qui permettent de protéger le patrimoine de manière générale, et tout particulièrement dans les zones en conflit. Et ça, vous avez peut-être vu que depuis le début du XXe siècle, un certain nombre de conventions ont été adoptées, dont la principale est la convention de 54, dite de La Haye, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Donc ça, c'est une convention, et lorsqu'un État la signe, eh bien, il s'engage à protéger le patrimoine, y compris dans le cadre d'un conflit. On a aussi toute une série de conventions qui ont été adoptées ces 40 dernières années, qui ont trait à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, parce que c'est aussi un moyen de protéger le patrimoine, que d'éviter que les sites soient pillés et que les biens pillés soient vendus notamment dans des pays cibles comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., le Royaume-Uni, etc. Bon. Ça, c'est un corps de règles qui existe aujourd'hui et qui est relativement large. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi une politique menée par l'UNESCO et ses États membres visant à protéger le patrimoine mondial. Et ça, c'est tout ce que l'on appelle les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO qui permettent d'identifier les sites les plus symboliques du patrimoine mondial afin qu'ils soient protégés. Et ça donne lieu à chaque année des décisions prises par un comité spécifique de l'UNESCO qui décide des sites à inscrire à ce patrimoine mondial. Alors la vraie difficulté, c'est que aujourd'hui, ce patrimoine, ces sites ne sont pas représentatifs de la diversité culturelle, géographique du patrimoine mondial. Ils sont très marqués par le patrimoine occidental parce que ce sont les premiers qui ont été inscrits. L'autre liste qui existe, ce sont les sites en danger, en péril. Et là, c'est une liste sur laquelle on inscrit des sites qui sont menacés par toutes sortes de menaces, et notamment des conflits. Et là, c'est pareil, ça donne lieu à des discussions, à des négociations entre États. Le troisième type de protection aujourd'hui, elle est nouvelle, c'est le droit pénal international. Vous avez vu qu'a pu être condamné en 2016 le leader d'Ansardine, qui est au Mali, l'un des groupes terroristes, son leader parce qu'il avait contribué à la destruction du patrimoine culturel de 2012 à 2015. Et donc, sa condamnation est basée sur le fait qu'on a assimilé la destruction du patrimoine à un crime de guerre. Donc ça, vous voyez bien qu'on est passé à la fois une protection qui était fondée uniquement sur la prévention, les accords internationaux, le système de liste. Maintenant, on peut mettre en cause pénalement la responsabilité de quelqu'un qui a détruit le patrimoine. Pourquoi on a créé ALIF? C'est sans doute pas parce que nous étions en mesure de contourner ce principe de souveraineté. Mais en revanche, on a créé ALIF parce que il fallait plus d'argent et plus d'agilité pour le soutien au patrimoine. Donc, on a créé ALIF, vous vous souviendrez peut-être, en mars 2017,
après ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, et qui a terrifié le monde, vous étiez encore un peu plus jeune, mais ça a vraiment choqué, ces images ont choqué. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait, malgré tout, intervenir plus rapidement et de manière plus massive pour protéger ce patrimoine. Et donc, est né d'un rapport rédigé par Jean-Luc Martinez, président du Louvre, l'idée de créer un fonds nouveau, un fonds qui pourrait attirer des financements nouveaux, notamment américains, parce que, comme vous savez, les Américains ne sont pas à l'UNESCO pour des raisons politiques, et donc, non seulement des financements américains, mais publics et privés, tout autre, et aussi mettre en place un système qui permette une action plus rapide, une intervention plus rapide. Et donc, on a créé ALIF en mars 2017. Alors, ALIF, c'est vraiment intéressant parce que c'est une organisation tout à fait originale qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle aujourd'hui du nouveau multilatéralisme. Il y a beaucoup de débats dans la presse, si vous lisez les journaux, sur comment améliorer le multilatéralisme, comment le renforcer. Et donc, il est clair qu'avec ALIF, on a un dispositif très intéressant, qui se caractérise notamment par le fait que c'est à la fois une fondation suisse, nous sommes basés à Genève, et donc c'est une petite fondation suisse, mais on a un statut d'organisation internationale grâce à l'accord de siège qu'on a signé avec la Suisse. C'est-à-dire que moi, j'ai les mêmes privilèges que le directeur des Nations Unies à Genève, même privilège et immunité. La deuxième chose, c'est que c'est un instrument financier et un instrument d'expertise. Donc un instrument financier, c'est-à-dire que nous, on finance des projets qui nous sont présentés, soit dans le cadre d'appel d'offres, soit tout au long de l'année, portés par des ONG, des institutions culturelles, etc., et qui visent à protéger un patrimoine avant, pendant ou après un conflit. Et puis, pour sélectionner ces projets, pour les financer, eh bien, nous faisons appel à une expertise, et notamment à une expertise scientifique et technique très poussée, pour être sûr que ce qui est proposé va dans le bon sens. L'originalité aussi du dispositif ALIF, c'est que c'est un partenariat public-privé. Vous savez, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais en réalité, ça existe assez peu dans le domaine des organisations internationales. Et pour nous, la référence, c'est le Fonds mondial contre le sida, qui a été créé au début des années 2000 et qui a été créé avec exactement le même dispositif et qui a extrêmement bien fonctionné et qui, lui, a levé beaucoup d'argent encore récemment. On a donc, nous, un capital aujourd'hui de 80 millions de dollars qu'on dépense dans le soutien à des projets concrets de toutes sortes. On pourra y revenir, mais ça va de la réhabilitation du musée de Mossoul, qui a été détruit par Daesh, à celle du musée de Raqqa, en Syrie. Nous intervenons aussi pour la préservation du tombeau des Askia, qui est juste derrière moi, au Mali. Comme ça, nous soutenons plus d'une centaine de projets dans 22 pays, et tout ça, on l'a lancé en moins de 2 ans, ce qui est quand même un tour de force. Les enjeux, c'est de travailler à la fois au développement d'opérateurs internationaux capables d'intervenir dans les zones en conflit, parce que c'est très compliqué, mais aussi avec les populations locales et leur donner les moyens de savoir comment protéger leur patrimoine à la fois en temps de paix, pendant un conflit et puis après. Et donc l'un des axes forts de notre action, c'est d'essayer de travailler avec des acteurs locaux. C'est comme ça, par exemple, qu'on a lancé un plan d'action pour aider une centaine de petits opérateurs de patrimoine locaux dans des pays très vulnérables à surmonter la crise de Covid-19. Donc, des petits musées, des ONG du patrimoine, on leur a donné un peu d'argent, parfois avec pas grand-chose, ils pouvaient surmonter cette crise. Et c'est un moyen de maintenir comme ça des acteurs locaux capables de défendre et de protéger le patrimoine. Voilà, enfin, le dernier enjeu auquel ALIF va être confronté, ça va être mon travail pendant les 2 années qui viennent. Après avoir montré pendant 2 ans qu'on était capable d'agir, maintenant il faut montrer qu'on est capable de lever de l'argent. Et donc on va devoir à la fois refinancer le capital d'ALIF qui aujourd'hui est de 80 millions de dollars. Et donc il va falloir qu'on retourne vers les États membres, qu'on retourne vers d'autres États. Là, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec une directrice au sein de l'Union européenne pour voir comment on peut travailler avec eux. Voilà, c'est ça l'enjeu pour nous aussi aujourd'hui. Mais il faut bien voir que le patrimoine, c'est l'âme de chacun. C'est la personnalité de communauté. Donc ça touche très profondément. Regardez l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame. L'impact de cet incendie a montré à quel point chacun était touché. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas uniquement exiger des uns et des autres qu'ils survivent grâce à une aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est essentiel. Protéger les individus, leur âme, ce qui fait leur humanité, c'est aussi
déterminant. Le deuxième point, c'est, et donc pour ça, il nous faut démontrer que la protection du patrimoine, ça contribue à la protection de la paix. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir intégrer un nouveau défi qui est le changement climatique.